Chaque matin, je me réveille à 6 heures précises. Non pas que je doive me presser à mon âge. Il n'y a plus vraiment d'urgence, mais mon corps se souvient. Il se souvient des années où il fallait se lever dans le noir pour préparer le petit déjeuner d'Olivier avant qu'il ne parte au travail, pour accompagner Hugo à l'école. Maintenant, j'ai 65 ans et je n'ai plus besoin de réveil. Mes yeux s'ouvrent d'eux-mêmes, comme une horloge mécanique remontée il y a un demi-siècle. La première chose que je fais, c'est regarder la photo d'Olivier sur ma table de chevet. Elle est un peu passée avec le temps, mais son sourire est toujours aussi net. 4 ans se sont écoulés, et je me réveille encore en m'attendant, un court instant, à l'entendre s'affairer dans la cuisine. Puis je me souviens. Nous avons hérité cette maison à Valbel des parents d'Olivier. Elle était vieille, spacieuse, avec un terrain que j'ai transformé en jardin. Il y a eu autrefois des rires d'enfants, puis des marmonnements d'adolescents, mais maintenant, c'est le silence, seulement interrompu par les visites occasionnelles de mon fils et de sa femme. Et chaque visite est une épreuve pour ma patience. Le rituel matinal est immuable. Une tasse de thé vert, des tartines à la confiture d'orange, et les actualités sur la tablette que Hugo m'a offerte à Noël dernier. Comme ça, tu pourras enfin apprendre à utiliser la technologie moderne, maman, avait-il dit. Avec ce sourire condescendant que je déteste tant, mais que je ne montre jamais. Aujourd'hui, c'est mercredi, le jour où je m'occupe habituellement du jardin. Le temps est frais mais ensoleillé, parfait pour travailler sur mes rosiers. Olivier plaisantait toujours en disant que je parlais plus aux fleurs qu'à lui. Peut-être qu'il avait raison. Les fleurs n'interrompent pas, ne lèvent pas les yeux au ciel ou ne soupirent pas d'impatience quand je parle trop longtemps. Eh bien, mes beautés, comment allez-vous aujourd'hui? Je murmure en m'agenouillant devant un buisson de roses blanches. Vous allez bientôt fleurir, très bientôt. Avec mes gants de jardinage et mon vieux tablier, je me sens moi-même, la vraie Jeanne Dubois, pas seulement la mère de Hugo ou la veuve d'Olivier. Pendant 20 ans, j'ai travaillé comme paysagiste. Et même si mes clients étaient pour la plupart des habitants modestes de Valbel, j'étais fière de chaque projet. Maintenant à la retraite, je ne peux plus m'occuper que de mon propre jardin, et c'est probablement le seul endroit où je me sens complètement libre. Le téléphone sonne, interrompant mon idylle. C'est Hugo. Il n'appelle jamais juste pour prendre des nouvelles. Il y a toujours une raison. J'essuie mes mains sur mon tablier et je réponds. Salut, maman. Sa voix semble impatiente. Lauriane et moi passons demain pour le petit déjeuner. Nous avons quelque chose d'important à discuter. Bien sûr, mon chéri. J'essaie de rendre ma voix joyeuse. Est-ce que 9 heures vous irait? Oui, oui. D'accord. Il est clairement distrait. Et maman, s'il te plaît, fais ces crêpes que Lauriane aime tant. Aux myrtilles. Mais Lauriane est allergique aux myrtilles, je lui rappelle gentiment. Un silence. Puis un soupir exaspéré. Aux fraises alors, ou ce que tu veux. Tu sais bien qu'elle est difficile. Après notre brève conversation, je reste assise un long moment dans le jardin, remuant la terre sans réfléchir. Hugo a 38 ans et il ne se souvient toujours pas de l'allergie de sa femme. Ils sont mariés depuis 12 ans. J'ai vu Lauriane pour la première fois quand elle est venue travailler comme réceptionniste au salon de beauté où je me faisais parfois les ongles. Belle, souriante, avec une mèche de cheveux roux et un rire cristallin. Hugo en est tombé amoureux sur le champ. Elle avait 7 ans de moins que lui et semblait pleine d'énergie et de projets. Mais dès que la bague a été à son doigt, Lauriane a semblé se transformer. Son sourire n'apparaissait plus qu'en présence d'étrangers. Pour moi, il ne restait qu'une politesse froide et une impatience à peine dissimulée. Je me souviens d'un des premiers dîners de famille, quand Olivier était encore en vie. J'avais préparé un rôti selon la recette de sa mère. La viande est un peu sèche, avait remarqué Lauriane après y avoir goûté. Un peu trop d'épices, tu ne trouves pas? Hugo avait ri et lui avait caressé la main. Maman n'est pas une grande cuisinière. Tu t'y habitueras. Je n'avais rien dit, bien qu'Olivier ait toujours loué ma cuisine. Et puis je l'ai vu me faire un clin d'œil de l'autre côté de la table, et nous avons tous les deux retenu un sourire. C'était notre petit secret, notre entente sans mots. Développée au cours de 36 ans de mariage. Olivier est mort subitement, une crise cardiaque, alors qu'il travaillait dans le garage. Je l'ai trouvé là, parmi ses outils, un tournevis à la main. Il a toujours aimé bricoler, redonner vie aux choses, comme il disait. Il est parti depuis 4 ans, et chaque jour je ressens ce vide. Après sa mort, nous avons découvert que nous avions une somme d'argent considérable de côté.
Olivier avait toujours été prudent avec l'argent, et son plan d'épargne retraite était plus que généreux, sans compter l'assurance. Je n'ai jamais été dépensière, donc je ne suis pas dans le besoin. Du moins, je ne devrais pas l'être. Mais Hugo, lui, a toujours eu de grands projets et peu de patience. Sa boutique d'électronique au centre commercial de la Lavande ne survit que grâce à mon aide tacite. Payer le loyer, acheter de la marchandise. Je l'ai renfloué plus d'une fois, même s'il ne l'admettra jamais, même à lui-même. C'est seulement temporaire, maman. Les affaires vont bientôt reprendre, dit-il chaque fois qu'il prend de l'argent. Mais la montagne semble toujours s'éloigner devant lui. Le soir tombe. Je finis avec le jardin et je rentre prendre une douche avant de dîner. Un message clignote sur le répondeur. J'appuie sur le bouton de lecture. Jeanne, c'est Mireille. La voix de ma seule véritable amie à Valbel est chaleureuse. N'oublie pas le club de lecture demain. Et s'il te plaît, apporte ta tarte au citron. Tout le monde l'a adoré la dernière fois. Le club de lecture. Ça m'était complètement sorti de la tête. Mais maintenant je ne peux pas y aller à cause de la visite de Hugo et Lauriane. J'appelle Mireille pour m'excuser. Encore une histoire de famille. J'entends l'inquiétude dans sa voix. Jeanne, tu annules trop de nos rendez-vous pour eux. Est-ce qu'ils apprécient au moins? Je ne sais pas quoi dire. Je suis désolée, soupire-t-elle. Je pense juste que tu mérites plus de respect de la part de ton propre fils. Après avoir parlé à Mireille, je reste longtemps à la fenêtre, à regarder le soleil couchant. Elle a raison, et je le sais. Mais briser la toile d'habitude et d'attente que j'ai tissée moi-même au fil des ensembles impossibles. Le soir, je prépare la pâte à crêpes et je fais mariner du poulet pour le plat principal. Hugo aime mon rôti signature au romarin et à l'ail. Lauriane y touche à peine d'habitude, mais je le cuisine quand même. Cela fait partie d'un rituel, aussi immuable que mon réveil matinal à 6 heures. Avant de me coucher, je sors un album de vieilles photos. Il y a Olivier et moi le jour de notre mariage. Jeune, souriant, plein d'espoir. Voici le petit Hugo sur son premier vélo avec un genou écorché et un sourire fier. Voici nos vacances en famille à la côte quand il avait 10 ans. Nous étions heureux alors, n'est-ce pas? Ou est-ce que je me souviens seulement de ce que je veux me souvenir? Le lendemain matin, je me lève encore plus tôt que d'habitude. Je mets la table dans la salle à manger, même si nous mangeons habituellement dans la cuisine. C'est une conversation importante aujourd'hui, donc il faut que ce soit formel. Les crêpes aux fraises sont légères et parfumées. Le poulet mijote dans le four. Je sors même le beau service en porcelaine qui ne sert habituellement que pour les fêtes. À 8h45, la sonnette retentit. Ils ne sont jamais à l'heure, soit en avance, soit en retard. Aujourd'hui, c'est en avance. Je lisse mes cheveux, j'affiche mon sourire le plus accueillant et je vais ouvrir. Maman. Hugo m'embrasse sur la joue. Il sent l'eau de Cologne chère que je lui ai offerte pour son anniversaire. Lauriane hoche la tête et passe devant moi sans même m'honorer d'une étreinte formelle. Elle porte une robe de créateur qui semble trop habillée pour une visite matinale chez sa belle-mère. Il y a une odeur de brûlé, sont ses premiers mots. Je me précipite dans la cuisine et je vois que la crêpe sur la plaque a en effet commencé à brûler. J'éteins le feu et je jette la crêpe ratée. Ce n'est rien. J'ai encore beaucoup de pâtes, dis-je en retournant dans la salle à manger. Hugo est déjà assis en bout de table, à la place d'Olivier. Lauriane regarde les tableaux au mur comme si elle les voyait pour la première fois, alors qu'ils sont là depuis des années. Ces cadres ont l'air démodés, dit-elle. Tu devrais moderniser la décoration, Jeanne. Cette maison est coincée au siècle dernier. J'aime ma maison comme elle est, je réponds doucement en posant les assiettes. Tu vois, maman, c'est de ça qu'on voulait parler, intervient Hugo en joignant les mains. De la maison. Je me fige, une assiette de crêpes à la main. Que veux-tu dire? Tu te rends bien compte que cette maison est trop grande pour toi toute seule, dit-il sur le ton qu'il utilise pour expliquer des évidences aux petits-enfants. Lauriane et moi avons pensé que tu serais mieux dans quelque chose de plus compact. Peut-être un de ces nouveaux appartements pour seniors sur la rue des Platanes. Senior, je répète, sentant mon cœur se serrer. Tout est aménagé pour, eh bien, pour les gens de ton âge, enchaîne Lauriane. Et le personnel garde un œil sur vous. On te rendrait visite toutes les semaines, comme maintenant. Une fois par mois si j'ai de la chance, je pense. Et la maison? Je demande, même si je connais déjà la réponse. On pourrait s'y installer, tente Hugo d'un air détaché.
Mais je vois la lueur avide dans ses yeux. On a besoin de plus d'espace, surtout si on décide d'avoir un bébé. En 12 ans de mariage, ils n'ont jamais parlé sérieusement d'enfants. Lauriane avait toujours prétexté la carrière, le temps, les finances. Et maintenant, tout à coup, ils décident d'avoir un bébé. Quelle coïncidence! Je vais y réfléchir, dis-je en posant les crêpes sur la table. Mangeons avant que ça ne refroidisse. Hugo a l'air déçu de ma réaction, mais n'insiste pas pour l'instant. Lauriane prend une seule crêpe et repousse l'assiette. Je suis au régime, explique-t-elle. Protéines et légumes seulement. Je regarde ses bras maigres et ses clavicules saillantes. Elle est déjà bien trop mince. Le petit déjeuner se passe dans un silence tendu. Hugo essaie de le combler en parlant de sa boutique, de ses projets d'expansion, de la nouvelle ligne de produits qu'il s'apprête à commander. Je hoche la tête et souris au bon moment, mais un sentiment grandit en moi que je n'ai pas ressenti depuis très longtemps. La colère. Une colère pure et brûlante que j'ai toujours réprimée. La colère contre ce fils qui ne me voit que comme un portefeuille et une gouvernante. La colère contre ma belle-fille qui n'a jamais caché son mépris. Et contre moi-même, pour avoir laissé faire pendant des années. Après le petit déjeuner, Hugo reparle de la maison. Il a déjà contacté un agent immobilier, a déjà regardé des appartements pour moi. Tout est prêt. Il ne me reste plus qu'à dire oui. Tu seras mieux là-bas, maman, dit-il. Moins de soucis, plus de vie sociale avec des gens de ton âge. Et mon jardin? Je demande. Tu auras un balcon, répond Lauriane avec un faux enthousiasme. Tu pourras y mettre quelques pots de ce que tu aimes. Je regarde par la fenêtre mon jardin, les rosiers que je cultive depuis des décennies, le chêne qu'Olivier et moi avons planté en emménageant, le banc sous le pommier où je lis les soirs d'été. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, dis-je. C'est une grande décision. Bien sûr, maman. Hugo me tapote le bras. Mais ne tarde pas trop. Ces appartements partent vite. Quand ils partent, je reste à la fenêtre et regarde leur nouvelle voiture quitter la cour. Le mois dernier, Hugo m'a demandé de l'argent pour rénover la boutique. Apparemment, il a servi à autre chose. J'appelle Mireille et lui dis que je viens finalement au club de lecture. J'ai besoin de sortir de la maison, de prendre l'air. Elle entend la tension dans ma voix. Qu'est-ce qui ne va pas? Je te raconterai quand on se verra, dis-je. Et oui, j'apporterai la tarte au citron. J'ai besoin de pétrir la pâte. Les pensées tourbillonnent dans ma tête. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je devrais vraiment déménager dans un endroit plus petit. Je vieillis, et c'est de plus en plus difficile d'entretenir une grande maison. Mais ensuite, je regarde la photo d'Olivier et j'ai l'impression de le voir secouer la tête. Cette maison, c'est notre foyer. C'est ici que chaque recoin garde des souvenirs. Je sens sa présence ici. Et puis, ça me frappe. Il ne s'agit pas de mon bien-être. Il s'agit de la maison, de l'héritage, de l'argent qu'Olivier a laissé. Ils le veulent maintenant, pas à ma mort. Je mets la tarte au four et je vais dans le bureau d'Olivier. Il a toujours été méticuleux, et tous les papiers sont en parfait ordre. Le testament est dans le tiroir supérieur du bureau. Je sors le dossier et je relis ce document que je connais presque par cœur. Olivier m'a tout légué, y compris la maison, les comptes en banque et sa pension. À ma mort, tout doit revenir à Hugo. C'est un testament standard, rien d'extraordinaire. Mais Hugo ne veut pas attendre. Il veut tout, et tout de suite. Je referme le dossier et le remets dans le tiroir. Pour la première fois depuis longtemps, je ressens un calme étrange. C'est comme si une décision que je n'ai pas encore prise consciemment mûrissait déjà quelque part au fond de moi. Au club de lecture, je participe à peine à la discussion. On complimente ma tarte, on me pose des questions, mais je réponds distraitement. Après la réunion, Mireille me prend à part. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es pas toi-même aujourd'hui. Je lui raconte ma conversation avec Hugo et Lauriane. Elle écoute, les lèvres pincées, le ressentiment grandissant dans ses yeux. C'est scandaleux, dit-elle finalement. Ils n'ont pas le droit de te traiter comme ça. C'est ta maison. Ils pensent savoir ce qui est le mieux pour moi, je réponds, sans y croire moi-même. N'importe quoi, ricane Mireille. Ils ne pensent qu'à eux. Ils ont toujours fait ça. Elle a raison. Ça a toujours été comme ça, et j'ai toujours laissé faire. Mais peut-être qu'il est temps que ça change. Quand je rentre à la maison, je remarque que le soleil se couche différemment.
Ou peut-être que je vois simplement le monde avec d'autres yeux. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sens pas fatiguée, pas résignée, mais déterminée. Le soir, je m'assois dans le jardin, au milieu de mes fleurs, et je pense à l'avenir. Mon avenir, pas celui de Hugo ou de Lauriane. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je mérite? Je mérite le respect. Je mérite la joie. Je mérite d'être libérée de la manipulation et de la culpabilité. Mon regard tombe sur un magazine de voyage auquel je suis abonnée depuis des années, mais dont je n'ai jamais donné suite aux offres. Sur la couverture, les ruines antiques du Machu Picchu, illuminées par le soleil levant. J'ai toujours rêvé de voir cet endroit. Olivier m'avait promis que nous irions pour notre 40e anniversaire. Nous n'avons pas eu le temps. Peut-être qu'il est temps de réaliser ce rêve, seul. Je feuillette le magazine et soudain, l'avenir commence à paraître excitant plutôt qu'effrayant. Des possibilités que je n'avais jamais sérieusement envisagées semblent maintenant bien réelles. Quand je me couche enfin, un plan se forme déjà dans ma tête. Pas encore clair, encore flou, mais déjà avec des contours concrets. Un plan dans lequel je deviens enfin la protagoniste de ma propre vie. Je m'endors avec un sourire, en regardant la photo d'Olivier. J'ai le sentiment qu'il approuverait. Une semaine s'est écoulée depuis la visite de Hugo et Lauriane. Je n'ai pas eu de leurs nouvelles, et ils n'ont pas appelé, probablement pour me laisser le temps de réfléchir à leur offre. Mais ma réflexion n'a pas du tout été celle qu'ils espéraient. Mercredi matin, j'ai fermé la porte de la maison derrière moi à 8 heures, une heure inhabituelle pour moi. Dans mon sac se trouvait un dossier de papier que j'avais rassemblé au cours des 2 dernières années. Tout avait commencé peu après la mort d'Olivier, quand Hugo avait laissé entendre pour la première fois que la maison était trop grande pour moi toute seule. J'avais balayé ses paroles à l'époque, mais quelque chose en moi avait fait tilt. L'intuition que j'avais si souvent ignorée m'avait murmuré à ce moment-là. « Prépare-toi ». Et j'ai donc commencé à me préparer, tranquillement, méthodiquement, sans hâte. Ma première visite fut pour maître Antoine Thibault, l'avocat qui s'était occupé des affaires d'Olivier de son vivant. Son cabinet se trouvait dans un vieil immeuble en briques du centre de Valbelle. La réceptionniste m'a fait entrer dans le bureau où Antoine m'a accueilli avec le même sourire chaleureux qu'il avait toujours eu. « Jeanne, ravi de vous voir. » Il s'est levé de son bureau et m'a serré la main. « Que puis-je faire pour vous ?» J'ai posé le dossier sur la table. « J'ai besoin de quelques conseils, Antoine. » Confidentiel. Il a hoché la tête et s'est rassis, m'invitant à faire de même. « Bien sûr, tout ce que nous dirons restera entre nous. » J'ai pris une profonde inspiration. Je veux connaître mes droits sur la maison, les comptes, sur tout ce qui reste d'Olivier. Hugo commence à s'intéresser de trop près à l'héritage. Antoine n'a pas eu l'air surpris. Il a ouvert le dossier et a parcouru les documents, hochant la tête de temps en temps. Légalement, la situation est claire, Jeanne. Tout vous appartient. Olivier vous a laissé le plein droit de disposer de la propriété comme bon vous semble de votre vivant. La seule restriction concerne la transmission posthume. Dans le testament d'Olivier, tout doit revenir à Hugo à votre décès. Et si je veux vendre la maison? C'est votre droit. Antoine m'a regardé par-dessus ses lunettes. Vous pouvez vendre la maison et dépenser tout le produit de la vente pour un tour du monde si vous le souhaitez. Légalement, Hugo ne pourrait pas vous en empêcher. J'ai hoché la tête, me sentant étrangement soulagée. Et si je veux changer le testament? Antoine a froncé les sourcils. C'est plus compliqué. Olivier a inclus une clause dans son testament qui rend difficile la modification de l'ordre de succession. Pas impossible, mais cela prendrait du temps et pourrait mener à un litige. Je ne veux pas changer le testament, ai-je dit après une pause. Je veux juste connaître mes options. Vous avez des options, Jeanne. Vous pouvez disposer de vos biens de votre vivant, comme vous le souhaitez. Les vendre, les donner, les dépenser. Olivier vous faisait confiance, et la loi est de votre côté. Après mon rendez-vous avec Antoine, j'ai visité un autre endroit, un petit bureau à la périphérie de la ville, où se trouvait l'agence de voyage Le Monde sans frontières. La propriétaire, Éléonore Faucon, m'a accueilli comme une vieille connaissance, même si nous ne nous étions vus que quelques fois. Jeanne, vous venez vous renseigner sur ces circuits au Pérou dont nous avions parlé? J'ai hoché la tête en m'asseyant dans le fauteuil en face de son bureau. Et pas seulement pour ça. J'ai besoin d'un nouveau passeport. Le mien n'a expiré il y a 2 ans, et je n'ai jamais pensé en avoir besoin à nouveau. Bien sûr, je vais vous aider avec les formalités.
Éléonore a sorti les formulaires et les a posés devant moi. Remplissez ça, et je m'occupe de tout envoyer. Le processus prend généralement environ 3 semaines, mais je peux demander un traitement accéléré. J'ai commencé à remplir les formulaires, me sentant étrangement excitée, comme si je signais un laissez-passer pour une nouvelle vie. Maintenant, parlez-moi davantage du Machu Picchu, ai-je demandé quand j'ai eu fini. Les yeux d'Éléonore se sont illuminés. Oh, c'est un endroit incroyable. J'y suis allée 2 fois. Ce ne sont pas seulement des ruines antiques. Elle a cherché ses mots. C'est un lieu de pouvoir. Quand vous êtes là-haut, dans les montagnes, dans les nuages, entouré de ces pierres anciennes qui se souviennent de civilisations entières, ça change quelque chose en vous. J'écoutais, fasciné. Olivier avait raconté des histoires similaires. Il avait toujours voulu y aller. Je veux réserver un circuit, ai-je dit fermement. Une chambre simple, et je voudrais partir dès que j'aurai mon passeport. En sortant de l'agence de voyage, je suis allée à la banque. Le directeur, Monsieur Dupont, me connaissait depuis des années. J'y venais avec Olivier. Madame Dubois, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? J'aimerais discuter de mes comptes, ai-je dit en m'asseyant en face de lui. Et des options de transfert international. Les sourcils de Monsieur Dupont se sont légèrement haussés, mais il a gardé une expression professionnelle. Bien sûr. Vous prévoyez des dépenses importantes à l'étranger? On peut dire ça. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je veux savoir comment transférer en toute sécurité une somme d'argent importante sur un compte dans un autre pays, et comment je peux accéder à cet argent depuis l'étranger. Monsieur Dupont a hoché la tête et a commencé à expliquer les options. Virements internationaux, carte spéciale pour les voyageurs, compte en devises étrangères. J'ai écouté attentivement, prenant des notes dans le petit carnet que j'avais toujours sur moi. Et une dernière question. Ai-je dit quand il a eu fini? Est-ce que mon fils a accès à mes comptes? Non, Madame Dubois. Nous n'avons aucune information sur des comptes joints ou des procurations au nom de votre fils. Bien. Je voudrais ouvrir un nouveau compte, à mon nom seul. La prochaine étape de mon programme était une visite chez l'agent immobilier. J'ai choisi une agence qui ne travaillait pas avec Hugo. Il m'avait mentionné le nom d'une autre société. L'agence, l'immobilier de confiance, se trouvait dans un bâtiment moderne près du centre-ville. Thierry Donier s'est avéré être un homme d'âge moyen, avec un regard vif et des gestes assurés. Il m'a serré la main et m'a fait signe de m'asseoir. Madame Dubois, j'ai examiné les informations que vous m'avez fournies par téléphone. Votre maison est dans un quartier très attractif, et d'après les photos, elle semble en excellent état. Merci. Mon mari et moi en avons toujours pris soin. Vous disiez vouloir la faire estimer en vue d'une éventuelle vente. J'ai hoché la tête. Oui, j'ai besoin de connaître sa valeur marchande. Et je suis également intéressé par la rapidité avec laquelle je pourrais la vendre si je décidais de franchir le pas. Thierry a sorti un carnet et a commencé à prendre des notes. Au bon prix et compte tenu de l'état du marché, la vente pourrait prendre d'1 à 3 mois, peut-être moins si nous trouvons un acheteur motivé. Quant à l'estimation, je devrais voir la maison en personne. Quand cela vous arrangerait-il? Demain, peut-être? Demain, à 10 heures du matin, ai-je proposé. Parfait. Thierry a noté sur son agenda. Je serai chez vous à 10 heures. Le soir, j'ai décidé de me promener dans les rues voisines, ce que je n'avais pas fait depuis longtemps. Valbelle était une petite ville où tout le monde se connaissait. Je saluais de la tête les connaissances, m'arrêtant pour une brève conversation avec les voisins. Personne ne connaissait mes plans, ni la tempête qui couvait en moi. En passant devant la boutique d'électronique de Hugo, j'ai ralenti le pas. L'enseigne, Dubois Électronique, brillait faiblement dans la pénombre. Il n'y avait pas foule à l'intérieur, juste quelques clients qui regardaient la marchandise. Derrière le comptoir se tenait Hugo lui-même, en train de parler à un homme en costume. Ils avaient l'air tendus, et Hugo feuilletait nerveusement des papiers. J'ai continué ma route, ne voulant pas qu'il me remarque. Mais cette brève scène m'a fait réfléchir. Peut-être que les affaires de la boutique allaient plus mal que je ne le pensais. Cela expliquerait son intérêt soudain pour ma maison et mon héritage. Quand je suis arrivée au bout de la rue, j'ai fait demi-tour, et c'est là que je les ai vus. Hugo et Lauriane sortaient de la boutique. Ils fermaient la porte à clé et elle se tenait à côté, tapant du pied avec impatience. Je ne peux plus continuer comme ça, Hugo. J'ai entendu sa voix tranchante, étouffée.
Tu avais promis que les choses s'amélioreraient, mais chaque mois, c'est pire. Chut! A-t-il sifflé en regardant autour de lui. On va résoudre ce problème. Maman a de l'argent, beaucoup d'argent. On a juste besoin de... De quoi? D'attendre qu'elle meure? Lauriane n'a pas baissé la voix. Elle pourrait vivre encore 20 ans. On ne peut pas attendre aussi longtemps. On n'attendra pas, a répondu Hugo en ouvrant la portière de la voiture. Je t'ai déjà parlé du plan. Si elle vend la maison et déménage, on pourra gérer ses finances. Elle n'est pas douée pour ça. On la convaincra qu'elle a besoin d'un assistant. Et si elle ne veut pas? Elle voudra, a dit Hugo avec assurance. Elle fait toujours ce que je dis. Toujours. Je me suis rapidement retiré dans l'ombre alors qu'il montait en voiture et partait. Mon cœur battait la chamade, mais pas de peur ou de ressentiment. C'était de la colère. Une colère pure et froide. C'est donc comme ça qu'il me voyait. Une vieille femme stupide à manipuler. Une source d'argent pour résoudre leurs problèmes. Pas une mère, pas une personne avec des rêves et des désirs. À la maison, j'ai sorti un autre dossier de la cachette que j'avais aménagé dans le placard de ma chambre. Il contenait les documents du compte que j'avais ouvert 1 an auparavant au Luxembourg. La petite somme que j'y avais transférée chaque mois s'était transformée en une réserve considérable. Pas assez pour vivre luxueusement, mais assez pour assurer mon indépendance pendant plusieurs années. Le lendemain, à 10 heures précises, Thierry Daunier est arrivé. Il a inspecté la maison de fond en comble, prenant des notes et des photos de chaque pièce. Le jardin l'a particulièrement impressionné. C'est magnifique, Madame Dubois, a-t-il dit en regardant la roseraie. Vous avez créé tout ça vous-même. Oui, c'est le travail de nombreuses années, ai-je répondu fièrement. Après la visite, nous nous sommes assis dans la cuisine et Thierry m'a montré les calculs préliminaires. Compte tenu de la taille, de l'état, de l'emplacement de la maison et du marché actuel, je l'estimerais à environ 650 000 €, peut-être même plus s'il y a un acheteur qui apprécie le jardin. La somme était impressionnante, plus que ça quoi je m'attendais. Avec ce qui était déjà de côté sur la pension d'Olivier, je pourrais vivre très confortablement. Dans combien de temps pourrions-nous la mettre sur le marché? Ai-je demandé. Dès que vous signerez le contrat avec l'agence. Je peux préparer les documents en quelques jours. Faites-le, s'il vous plaît, ai-je dit, sentant mon pouce accélérer. Je voulais agir vite. Ce soir-là, j'ai appelé une vieille connaissance, Roger Bellamy. C'était un conseiller financier en qui Olivier avait toujours eu confiance. Jeanne, ravi de vous entendre, a-t-il dit. Que puis-je faire pour vous? Roger, vous vous souvenez de ce compte que nous avons ouvert l'année dernière? Je veux y transférer une grosse somme d'argent. Une très grosse somme. Une pause. Puis, êtes-vous sûr? C'est une démarche inhabituelle. Je suis absolument sûr. Je vais vendre la maison et je ne veux pas que cet argent se retrouve dans une banque ordinaire. Est-ce que Hugo est au courant? Non. Et je préférerais qu'il ne le soit pas. Roger a soupiré. Jeanne, je ne vous interroge pas sur vos motivations, mais je dois être sûr que vous comprenez les conséquences. C'est une étape importante. J'ai bien réfléchi, Roger. Ce n'est pas une décision impulsive. Très bien. Je vais prendre les dispositions nécessaires. Quand prévoyez-vous de vendre? Dans les prochaines semaines, si tout se passe comme prévu. Après avoir parlé à Roger, j'ai ressenti un étrange calme. Le plan prenait forme, devenait réel. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais le sentiment de contrôler ma vie. Le lendemain, j'ai rencontré Lauriane dans un café. Elle m'avait invité à déjeuner, ce qui était rare. D'habitude, nos rencontres se limitaient à des visites chez moi, où je préparais des plats qu'elle goûtait à peine. Jeanne, a-t-elle esquissé un faux sourire alors que je m'asseyais en face d'elle. C'est gentil d'avoir pu venir. Ton invitation était inattendue, ai-je dit en dépliant ma serviette. Il s'est passé quelque chose. Non, non, j'ai juste pensé qu'on devrait parler de femme à femme. Je me suis tendue intérieurement mais j'ai gardé une expression neutre. À propos de quoi? De l'avenir. Lauriane a siroté son café, m'observant attentivement par-dessus sa tasse. Hugo s'inquiète pour toi. Nous nous inquiétons tous les deux. Cette grande maison, tous ces soucis. C'est trop pour une femme de ton âge. Mon âge. Ai-je répété. Quel âge me donnes-tu? Eh bien. Elle était un peu gênée. Tu sais ce que je veux dire. Tu ne rajeunis pas.
Personne d'entre nous. Vraiment? Hugo ne veut que le meilleur pour toi, a-t-elle continué. Nous le voulons tous les deux. Cet appartement dont il parlait. Il est vraiment génial. Il y a tout ce qu'il faut, et du personnel pour aider en cas de besoin. Et la maison? Ai-je demandé sans détour. Lauriane a souri, ne réalisant pas que je connaissais déjà leur plan. Nous pourrions nous y installer temporairement, bien sûr, juste pour qu'elle ne soit pas vide. Et nous pourrions t'aider avec les finances. Hugo est doué pour ça. J'ai à peine pu contenir mon rire. Hugo, qui ne pouvait pas gérer sa propre boutique sans mon aide, allait s'occuper de mes finances. C'est très attentionné de votre part, ai-je dit en coupant un morceau de salade. J'apprécie votre sollicitude, mais comme je l'ai dit à Hugo, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Bien sûr, a acquiescé Lauriane. Mais je pouvais voir la déception dans ses yeux. Ne tarde pas trop. Des appartements comme ça partent vite. En rentrant de ce rendez-vous, je pensais à la facilité avec laquelle ils me croyaient naïve. À quel point ils étaient sûrs de pouvoir me manipuler, m'utiliser. Et à quel point ils se trompaient. Ce soir-là, j'ai sorti le vieux coffret à bijoux où je gardais mes pièces les plus précieuses, les cadeaux d'Olivier, les héritages de famille. J'en emporterai une partie, mais la plupart devraient être vendus ou laissés dans un coffre-fort. Je ne pouvais pas les laisser tomber entre les mains de Hugo et Lauriane. En regardant la bague qu'Olivier m'avait offerte pour notre 20e anniversaire, j'ai ressenti un pincement de regret. Pas pour ce que j'avais prévu de faire ça, je ne le regrettais pas, mais pour le fait que mon fils unique se soit révélé si étranger, si loin des valeurs qu'Olivier et moi avions essayé de lui inculquer. Mais le regret n'a pas duré. J'ai refermé la boîte et l'ai remise dans sa cachette. Le plan était prêt, et les premières étapes avaient été franchies. Maintenant, il fallait attendre le bon moment pour l'acte final. Et ce moment, je le sentais, était proche. Hugo a appelé la veille au soir. Sa voix était tendue, avec cette intonation particulière que j'avais appris à reconnaître au fil des ans. Il préparait quelque chose. Maman, Lauriane et moi passons pour le petit déjeuner demain. Il faut qu'on finalise ton déménagement. D'accord, mon chéri, ai-je répondu calmement. 9 heures, ça vous va? Oui, et s'il te plaît, fais ces crêpes aux myrtilles que j'aime. J'ai souri au téléphone. Il n'essayait même pas de cacher que le petit déjeuner n'était qu'un prétexte. Bien sûr. Je vous attendrai. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là, non pas à cause de l'inquiétude ou de la peur, mais parce que mon esprit était en ébullition avec les détails du plan que j'avais élaboré ces dernières semaines. J'ai vérifié et revérifié chaque étape, chaque action, surtout ce qui allait se passer après le petit déjeuner. Le matin, je me suis levée plus tôt que d'habitude. J'ai mis ma plus belle robe, la robe bleu marine à petits motifs floraux qu'Olivier avait toujours aimé. Je me suis coiffée avec soin, j'ai même mis un peu de maquillage. Si cela devait être mon dernier petit déjeuner avec mon fils, je voulais avoir l'air digne. J'ai fait des crêpes aux myrtilles, du café frais, j'ai coupé des fruits. J'ai mis la table de la salle à manger avec le plus beau service, le même que nous avions reçu, Olivier et moi, comme cadeau de mariage. Le service que je n'avais pas l'intention d'emporter. À 8h45, j'ai entendu une voiture s'arrêter. Ils arrivaient toujours soit trop tôt, soit trop tard. Aujourd'hui, c'était en avance. Ça m'arrangeait. J'ai ouvert la porte avant qu'ils ne puissent sonner. Hugo a semblé surpris. D'habitude, je les faisais attendre quelques secondes. Maman. Il s'est penché et m'a embrassé sur la joue. Il sentait l'eau de Cologne chère et une très légère odeur d'alcool. Apparemment, il avait pris un peu de courage liquide la veille. Bonjour, mon chéri. J'ai souri et je me suis tournée vers Lauriane. Bonjour, Lauriane. Elle a hoché la tête, sans même prendre la peine de me faire une étreinte formelle. Ça sent bon, a-t-elle dit en entrant dans la maison. Des crêpes aux myrtilles, comme Hugo l'a demandé. Nous sommes allés dans la salle à manger. Hugo s'est assis en bout de table, à la place d'Olivier. Cela m'agaçait toujours, mais aujourd'hui, j'ai simplement souri. Un café ? Ai-je proposé en prenant la cafetière. Oui, s'il te plaît. Hugo a tendu sa tasse. J'ai remarqué que sa main tremblait légèrement. Lauriane a accepté silencieusement sa part de café, jetant un coup d'œil à sa montre. Elle regardait toujours l'heure en ma présence, comme si chaque minute avec moi était du temps perdu. Nous avons commencé le petit déjeuner dans un silence gêné. Hugo dévorait les crêpes avec un appétit inhabituel. Lauriane touchait à peine à sa nourriture, et moi, je sirotais mon café lentement, en les observant.
Alors, a finalement dit Hugo en repoussant son assiette vide. Maman, ça fait 2 semaines qu'on a parlé de ton déménagement. Oui, mon chéri. J'ai bu une autre gorgée de café. Le temps passe vite. As-tu réfléchi à notre offre? Il s'est penché en avant, les mains sur la table. Oui, j'y ai beaucoup réfléchi. Et? Intervint Lauriane avec impatience. J'ai posé ma tasse. Et j'ai pris une décision. Je les ai regardés tour à tour, savourant ce moment de pouvoir silencieux. Hugo s'est redressé, sentant un changement dans l'atmosphère. Quelle décision? J'ai pris une profonde inspiration. J'ai décidé que vous aviez raison. Cette maison est trop grande pour moi. Un immense soulagement s'est peint sur leur visage. Hugo a souri, un sourire large et triomphant. Je savais que tu finirais par comprendre, maman. C'est la meilleure solution pour tout le monde. Alors, tu acceptes de déménager? A demandé Lauriane, à peine capable de cacher sa joie. Oui, ai-je dit. J'accepte. Merveilleux, s'est exclamé Hugo. On va s'occuper de tout. On a déjà trouvé l'appartement parfait pour toi. Petit, confortable, avec du personnel pour t'aider si besoin. Et pour la maison? Ai-je demandé, jouant le jeu jusqu'au bout. Ne t'inquiète pas pour ça, a dit Lauriane rapidement. On va s'en occuper. On la mettra en vente. Non, ai-je dit. Hugo et Lauriane se sont regardés, confus. Je ne veux pas que vous la vendiez. Mais, maman, a commencé Hugo. C'est la maison de votre père, ai-je poursuivi. C'est votre héritage. Je veux que vous l'ayez. J'ai sorti une enveloppe de la poche de mon tablier, et je l'ai glissée sur la table vers Hugo. Voici les clés. Elle est à vous. Hugo a fixé l'enveloppe comme s'il s'agissait d'un serpent. Tu nous la donnes? Comme ça. Oui. Je vais emballer quelques affaires personnelles, et vous pourrez emménager quand vous le voudrez. Ils étaient abasourdis. Ils s'attendaient à des larmes, des supplications, peut-être de la colère, mais pas à cette acceptation calme et encore moins à ce cadeau inattendu. Maman, a balbutié Hugo. Tu te rends compte de ce que tu dis? Parfaitement. J'ai plié soigneusement ma serviette et l'ai posée à côté de mon assiette. Vous voulez cette maison plus que tout. Alors prenez-la. Et l'argent? A demandé Lauriane, les yeux brillants de cupidité. Les économies de papa, la pension. Je vais en garder assez pour vivre confortablement dans mon nouvel appartement, ai-je répondu. Le reste, nous pourrons en discuter plus tard. Très bien, a dit Hugo, sa voix devenant froide et calculatrice. Il a pris l'enveloppe. Puisque tu insistes, nous devrons aller voir un notaire pour officialiser la donation. Bien sûr, ai-je dit avec un sourire. Quand vous voudrez. Avec cela, je me suis levée et j'ai quitté la salle à manger, les laissant complètement désarçonnés. En montant dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai immédiatement sorti mon téléphone portable. Pas celui que Hugo connaissait, mais le téléphone prépayé que j'avais acheté spécialement pour cette occasion. J'ai composé le numéro de Thierry Daunier. Monsieur Daunier. Jeanne Dubois. Nous devons accélérer la vente de la maison. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Il semblait surpris. C'est possible, mais cela demandera des efforts supplémentaires et peut-être une réduction de prix. Le prix n'est pas le problème. La vitesse et la confidentialité le sont. Je vois. J'ai un acheteur potentiel qui a exprimé un intérêt sérieux. Je vais le contacter immédiatement. Parfait. J'attends votre appel. Le deuxième appel était pour Maître Thibault. Antoine, ça a commencé. Je leur ai dit que je leur donnais la maison. Bien joué, Jeanne. Cela les mettra en confiance et les rendra moins méfiants. Êtes-vous prête à procéder au plan? Oui. Je contacte l'agent immobilier pour accélérer la vente. Ensuite, je retirerai l'argent des comptes. Soyez prudente. Si Hugo vous a vraiment suivi, il pourrait essayer d'interférer. Je serai prudente. Après avoir terminé mes appels, j'ai sorti une valise du placard. Elle contenait tout ce dont j'avais besoin pour ma nouvelle vie. Un minimum de vêtements, des documents importants, quelques photos d'Olivier et mes bijoux les plus précieux. Tout le reste, je prévoyais de l'acheter sur place. J'ai entendu la porte d'entrée claquer en bas. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Hugo et Lauriane monter dans leur voiture. Ils avaient l'air perplexes, même confus.
Ma réaction avait clairement ruiné leur plan. Dès que leur voiture a tourné au coin de la rue, je suis passé à l'action. La première chose que j'ai faite a été d'appeler une compagnie de taxi et de réserver une voiture pour 16 heures. Ensuite, j'ai rassemblé les derniers documents dont je pourrais avoir besoin. Police d'assurance, dossiers médicaux, certificats de naissance et de mariage. Le téléphone a sonné. Thierry Donier. Madame Dubois. Bonne nouvelle. L'acheteur est d'accord pour la transaction. Il peut vous rencontrer aujourd'hui à 14 heures dans mon bureau pour signer les documents préliminaires. C'est parfait. J'y serai. J'ai décidé d'aller à la banque juste après ma rencontre avec l'agent immobilier. Tout devait se faire en une seule journée. Vendre la maison, retirer l'argent, partir. Je ne pouvais pas risquer de donner à Hugo le temps de reconsidérer et de riposter. J'ai fait un dernier tour de la maison avant de partir, disant au revoir à chaque pièce, à chaque recoin qui gardait des souvenirs de ma vie avec Olivier. Je suis resté le plus longtemps dans la chambre, regardant la photo de nous deux. Je suis désolée de quitter notre foyer, ai-je murmuré. Mais tu comprendrais. Tu as toujours compris. À 14 heures, j'ai pris un taxi pour le bureau de l'agent immobilier. Le chauffeur m'a aidé avec ma valise sans poser de questions. Peu de gens posaient des questions à Valbelle, une petite ville où chacun respecte la vie privée des autres. Thierry Donier m'a accueilli dans le hall de son bureau. Madame Dubois, l'acheteur est là. Il est très intéressé et est prêt à payer le prix demandé sans discuter. Excellent, ai-je dit en le suivant dans la salle de conférence. L'acheteur était un homme d'affaires d'âge moyen, Monsieur Gauthier, qui avait récemment déménagé à Valbelle. Il cherchait une grande maison pour sa famille grandissante et était fasciné par mon jardin. Ma femme adore le jardinage, a-t-il dit en signant les papiers. Vos rosiers lui ont fait une impression durable. J'ai ressenti un pincement de tristesse à l'idée que quelqu'un d'autre s'occupe de mes rosiers, mais c'était une tristesse légère. Mes fleurs seraient entre de bonnes mains. La signature a pris moins d'une heure. Monsieur Gauthier a accepté toutes mes conditions, y compris une clôture de vente accélérée et la confidentialité jusqu'au transfert de la maison. Il n'a même pas marchandé le prix, ce qui était rare dans notre petite ville. Les papiers seront prêts d'ici demain matin, a dit Thierry quand nous avons eu fini. Mais compte tenu des circonstances spéciales, Monsieur Gauthier a accepté de verser un acompte substantiel aujourd'hui. Monsieur Gauthier a hoché la tête et a sorti son chéquier. Combien souhaitez-vous recevoir maintenant, Madame Dubois? 50 000 euros suffiront, ai-je répondu. Le reste une fois les formalités accomplies. Il a rédigé le chèque sans hésiter. Je l'ai remercié et j'ai mis le chèque dans mon sac à main, sentant mon pouce accélérer. C'était vraiment en train de se produire. Je vendais vraiment la maison et je partais. Du bureau de l'agent immobilier, je suis allé directement à la banque. Monsieur Dupont m'a accueilli avec son sourire professionnel habituel, mais j'ai remarqué la surprise dans ses yeux quand il a vu la valise. Madame Dubois, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je voudrais encaisser ce chèque, je lui ai tendu l'acompte de Monsieur Gauthier, et retirer une somme importante de mes comptes. Il a étudié le chèque, puis m'a regardé avec une légère inquiétude. C'est beaucoup d'argent à retirer en espèces. Puis-je vous demander la raison? Un voyage, ai-je simplement répondu. Un long voyage. Monsieur Dupont a hoché la tête, mais je pouvais voir qu'il n'était pas tout à fait convaincu. Bien sûr. Il nous faudra un peu de temps pour une telle somme. Cela vous dérange d'attendre dans mon bureau? J'ai accepté et je l'ai suivi dans une petite pièce donnant sur la rue principale de Valbelle. Assise là, j'ai involontairement pensé à Hugo. Que faisait-il en ce moment? Discutait-il avec Lauriane de leur prochain coup? Consultait-il un avocat pour me faire mettre sous tutelle? Ou était-il toujours confus par ma réaction inattendue? 20 minutes plus tard, Monsieur Dupont est revenu avec une enveloppe et une pile de papier. Voici votre argent, Madame Dubois. 50 000 euros en espèces comme vous l'avez demandé, et les documents pour transférer le reste sur votre compte au Luxembourg. Merci. J'ai pris l'enveloppe et j'ai commencé à signer les papiers. Madame Dubois, a dit Monsieur Dupont plus doucement. Je n'ai pas le droit de m'immiscer dans vos affaires, mais en tant que personne qui vous a connu, vous et votre mari, pendant de nombreuses années, est-ce que tout va bien? Je l'ai regardé avec gratitude pour son inquiétude. Oui, Monsieur Dupont. Tout va plus que bien. J'ai juste décidé de changer de vie. Il a hoché la tête, ne posant plus de questions. En quittant la banque, j'ai vérifié l'heure. 15h30.
Le taxi devait arriver dans une demi-heure. J'avais le temps pour une dernière visite. La boutique de fleurs de Mireille se trouvait à 2 rues de là. Banque. La clochette au-dessus de la porte a tinté quand je suis entrée, et mon amie a levé les yeux du bouquet qu'elle était en train de composer. « Jeanne !» a-t-elle souri, mais le sourire a été rapidement remplacé par la surprise à la vue de ma valise. « Que se passe-t-il ?»« Je pars, Mireille, » ai-je dit en m'approchant du comptoir. « Aujourd'hui. »« Tu pars ? Où ça ? Pourquoi si soudainement ?» Je lui ai raconté la conversation du matin avec Hugo et Lauriane, la vente de la maison, l'argent. Elle a écouté sans m'interrompre, son visage devenant de plus en plus sérieux. « Tu t'es vraiment décidé, » a-t-elle dit enfin. « Je suis fière de toi. Mais tu vas me manquer. Toi aussi. » Je l'ai serré dans mes bras. « Tu es la seule chose que je regretterai de quitter à Valbelle. Tu me diras où tu vas. » J'ai secoué la tête. « Je ne peux pas encore. Pas parce que je ne te fais pas confiance, tu le sais. Mais Hugo pourrait essayer de savoir par toi. » Mireille a hoché la tête, compréhensive. « Faites attention, Jeanne. Et fais-moi signe quand tu seras installée, juste pour que je sache que tu es en sécurité. » Promis. Nous nous sommes à nouveau serrés dans les bras, et j'ai senti les larmes me monter aux yeux. Mireille était ma meilleure amie depuis plus de 20 ans. La quitter était presque aussi difficile que de quitter ma maison. « Je dois y aller, » ai-je dit en m'écartant. « Le taxi va m'attendre. »« Attends. » Mireille a rapidement composé un petit bouquet de roses blanches. « Mes préférées. Prends ça. Un souvenir de ton jardin. » J'ai accepté les fleurs, touchée par son geste. « Merci pour tout. » En sortant de la boutique, j'ai vu un taxi qui attendait. Le chauffeur m'a aidé avec ma valise et je me suis assise sur la banquette arrière, le bouquet de Mireille à côté de moi. « Où allons-nous » a-t-il demandé. « À la gare routière, s'il vous plaît. » Alors que nous nous éloignons, je n'ai pas regardé en arrière vers la boutique de Mireille. Je ne voulais pas que mon dernier souvenir de Valbelle soit des larmes. Alors que le taxi traversait les rues familières, je pensais à ce que je laissais derrière moi. La maison, le jardin, les amis, les souvenirs. Et Hugo, le fils qui n'était plus le garçon qu'Olivier et moi avions tant aimé. Mais une nouvelle vie m'attendait, une vie sans manipulation et sans culpabilité. Une vie dans laquelle j'étais la protagoniste, pas une figurante dans la pièce de quelqu'un d'autre. Quand le taxi s'est arrêté à la gare routière, j'ai payé le chauffeur et j'ai pris mon unique valise. Je tenais les roses blanches de Mireille dans ma main libre. À l'intérieur de la gare, j'ai acheté un billet pour le prochain bus pour Lyon. De là, je prévoyais de prendre un vol pour Miami, puis pour le Pérou. C'était un itinéraire long, mais c'est ce dont j'avais besoin pour brouiller les pistes au cas où Hugo déciderait de me chercher. Assise dans la salle d'attente, j'ai soudain réalisé que je souriais. Pas par vengeance envers Hugo, bien que la pensée de son visage quand il découvrirait que j'avais vendu la maison soit certainement satisfaisante. Je souriais parce que je me sentais vraiment libre pour la première fois depuis des années. Quand on a annoncé l'embarquement pour mon bus, je me suis levée, j'ai pris ma valise et mon bouquet, et je me suis dirigée vers la sortie du quai. Chaque pas m'éloignait de ma vie passée et me rapprochait de ma nouvelle vie. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Mais je savais une chose. Je ne reviendrai jamais à Valbelle. Jamais. Hugo Dubois tapotait ses doigts sur le volant, attendant que Lauriane sorte de l'immeuble. Cela faisait une semaine qu'il n'y était pas allé. Pas depuis ce petit déjeuner étrange où sa mère avait si brusquement accepté son ultimatum, puis s'était simplement retiré. Il avait décidé de lui laisser du temps, la laisser se calmer, comprendre la situation, réaliser qu'elle n'avait pas le choix. Maman avait toujours été têtue, mais à la fin, elle cédait toujours. Toujours. Lauriane est enfin sortie de leur appartement, claquant la porte plus fort que nécessaire. Son visage affichait de l'irritation, comme souvent ces derniers temps. Elle n'a pas répondu à son portable de la semaine, a dit Lauriane en montant dans la voiture. Même pas au répondeur. Je sais, a dit Hugo en démarrant le moteur. C'est pour ça qu'on va chez elle. Peut-être qu'elle est malade ou qu'il s'est passé quelque chose. Ou peut-être qu'elle nous ignore, tout simplement. Hugo a secoué la tête. Maman ne bouderait pas aussi longtemps. Elle n'a jamais pu rester fâchée contre moi longtemps. Lauriane a reniflé mais est restée silencieuse. Tout le trajet jusqu'à la maison de Jeanne, ils n'ont pas parlé. La tension entre eux grandissait de jour en jour, surtout après ce malheureux petit déjeuner. Lauriane reprochait à Hugo d'avoir trop poussé sa mère.
Hugo reprochait à Lauriane de l'avoir poussé à la confrontation. En arrivant devant la maison, Hugo a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. La pelouse, d'habitude impeccablement entretenue, semblait négligée. La boîte aux lettres était pleine. Bizarre, a-t-il marmonné en sortant de la voiture. Ils se sont dirigés vers la porte et Hugo a sonné. Pas de réponse. Il a sonné à nouveau, puis a commencé à frapper. « Maman! C'est moi, Hugo! Ouvre, s'il te plaît! » Aucune réponse. Peut-être qu'elle est partie quelque part, a suggéré Lauriane. Chez une amie ou quelque chose comme ça. Sans me le dire. Hugo a secoué la tête. Impossible. Il a sorti un trousseau de clés de sa poche et a choisi celle qui correspondait à la maison de sa mère. La porte s'est ouverte facilement. « Maman » a-t-il appelé en entrant dans le couloir. « Tu es à la maison. » La maison était silencieuse et vide. Mais ce n'est pas ça qui a frappé Hugo et Lauriane. Il n'y avait aucun meuble dans le salon. Absolument aucun. Mur nu, sol nu. Qu'est-ce que... Hugo s'est précipité dans la salle à manger. Même tableau. Cuisine vide. Il a monté les escaliers en courant jusqu'à la chambre de sa mère. Le lit avait disparu. Les placards étaient ouverts et vides. « Hugo !» a crié Lauriane d'en bas. « Viens vite ici !» Il a dévalé les escaliers et a trouvé Lauriane dans le bureau qui appartenait autrefois à son père. Elle tenait une enveloppe. Trouvée par terre. Il y a ton nom dessus. Hugo lui a arraché l'enveloppe des mains et l'a déchirée. À l'intérieur, une seule feuille de papier et une clé de maison. « Cher Hugo, lisait-on, écrit de la main soignée de Jeanne. Au moment où tu liras ceci, je serai loin. La maison est vendue. Les nouveaux propriétaires emménageront dans 2 semaines. Merci de ne pas les déranger. Tout ce que tu as vu pour la dernière fois dans la maison a été vendu avec ou donné à des œuvres de charité. Je te laisse une clé. S'il te plaît, récupère tes affaires d'enfant dans le garage si tu en as besoin. Adieu, maman. » Hugo a relu la note 3 fois avant que le sens de ce qui était écrit ne l'atteigne. « Elle a vendu la maison, » a-t-il dit, croyant à peine ses propres mots. « L'a vendue et est partie. »« Quoi ?» Lauriane a arraché la note et l'a parcourue des yeux. Elle n'a pas pu. Ce n'est pas possible. C'est notre maison. Techniquement, c'était sa maison. Hugo s'est affalé sur le sol, ses jambes devenant soudainement faibles. Et elle avait tout à fait le droit de la vendre. Mais où est-elle allée? Où a-t-elle pu aller? Hugo a secoué la tête, abasourdi. Je ne sais pas. Elle n'a jamais eu d'amis en dehors de Valbelle. À moins que... Mireille, son amie de la boutique de fleurs. Elle doit savoir. Ils se sont rendus immédiatement à la boutique de fleurs de Mireille. La clochette au-dessus de la porte a tinté en entrant, et Mireille a levé les yeux du bouquet qu'elle composait. Son sourire a disparu quand elle a vu qui était entré. « Hugo, Lauriane. Que puis-je faire pour vous? Où est ma mère ?» Hugo s'est approché du comptoir, sa voix tremblant de colère contenue. « Je n'en ai aucune idée, » a répondu Mireille en retournant à son bouquet. « Ne me mentez pas. Vous êtes ses meilleurs amis. Elle a dû vous dire où elle allait. » Mireille l'a regardé avec un sourire froid. « Même si elle l'avait fait, je ne partagerai pas cette information avec vous. » « Écoutez, » a dit Hugo en baissant la voix, essayant de paraître raisonnable. « Je m'inquiète pour elle. Elle n'est plus toute jeune. Elle pourrait avoir des problèmes de santé. J'ai juste besoin de savoir qu'elle va bien. » « Elle va parfaitement bien, » l'a coupé Mireille. « Ou plutôt, elle ira bien maintenant qu'elle s'est débarrassée de vous deux. » Lauriane s'est avancée, le visage rouge de colère. « Comment osez-vous? Sortez de ma boutique, » l'a interrompu Mireille. Tous les deux. Maintenant. Ou j'appelle la police. Hugo a attrapé le bras de Lauriane, l'empêchant d'aller plus loin dans la confrontation. Allons-y. Elle ne nous dira rien. Ils sont sortis, bouillonnant de colère et de confusion. Et maintenant? A demandé Lauriane. Où a-t-elle pu aller? Je ne sais pas. Hugo s'est passé la main dans les cheveux. Mais nous avons un plus gros problème. Si elle a vendu la maison, qu'en est-il de l'argent? L'héritage de son père. Ils se sont précipités à la banque où Jeanne avait ses comptes. Le directeur, Monsieur Dupont, les a reçus dans son bureau, mais son visage habituellement amical est resté impénétrable. Monsieur Dubois, je comprends votre inquiétude.
Mais je ne peux pas discuter des affaires financières de votre mère avec vous. Ce sont des informations confidentielles. C'est ma mère, s'est exclamé Hugo. Et elle n'est pas elle-même. Elle est partie sans me dire où elle allait, a vendu la maison sans prévenir. Ce n'est pas normal. Madame Dubois m'a semblé parfaitement saine d'esprit la dernière fois que je l'ai vue, a répondu calmement Monsieur Dupont. À moins qu'elle ne vous ait donné une procuration, ce que je sais qu'elle n'a pas fait, je n'ai pas le droit de vous donner la moindre information sur ses comptes. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? A demandé rapidement Lauriane. Monsieur Dupont a hésité un instant. Je ne peux même pas discuter de ça. Je suis désolé. Ils ont quitté la banque encore plus anxieux qu'avant. Elle a tout planifié. Hugo a frappé du poing sur le volant alors qu'il montait dans la voiture. Tout ce temps, alors que nous pensions qu'elle était juste têtue à propos du déménagement, elle se préparait à disparaître. Et à emporter tout l'argent avec elle, a ajouté Lauriane. Mon Dieu, Hugo, qu'est-ce qu'on va faire? La banque ne nous accordera pas de prolongation pour le prêt, et le loyer de la boutique est dû la semaine prochaine. Hugo s'est soudain figé. Le loyer. Mon Dieu, le loyer. Il a démarré la voiture brusquement et a filé. Où allons-nous? A demandé Lauriane en s'agrippant à la poignée de la porte. Au centre commercial. À ma boutique. Arrivé sur place, Hugo s'est rendu directement au bureau du directeur du centre commercial. Monsieur Morin, un homme plus âgé à l'air perpétuellement fatigué, a levé les yeux de ses papiers quand Hugo est entré dans son bureau sans frapper. Monsieur Dubois, que puis-je faire pour vous? Dites-moi, a essayé de dire Hugo calmement. Qui a payé le loyer de ma boutique ces, disons, 2 dernières années? Monsieur Morin a froncé les sourcils. C'est une question étrange. Vous, bien sûr. Est-ce que je suis venu personnellement avec l'argent, ou est-ce que c'est arrivé par virement, ou peut-être, de la part de ma mère? Le directeur s'est adossé à son fauteuil, le visage méfiant. Monsieur Dubois, que se passe-t-il? Répondez juste à la question, s'il vous plaît. Monsieur Morin a soupiré et a ouvert un tiroir de son bureau. Il en a sorti un dossier et l'a feuilleté. Depuis 1 an et demi, le loyer est payé par virement. Avant ça, il a tourné quelques pages de plus. Oui, Madame Dubois apportait des espèces. Toujours au début du mois, toujours le montant exact. Hugo a senti le sang quitter son visage. Et combien? Combien reste-t-il à payer avant la fin du mois? Le prochain paiement est dû le 1er du mois. Hugo a chancelé et Lauriane l'a pris sous le bras. Merci, monsieur Morin, a-t-elle dit. Nous apprécions votre aide. Ils sont sortis du bureau en silence. Ce n'est que dans la voiture que Hugo a finalement parlé. Elle payait pour ma boutique pendant tout ce temps, et je ne le savais même pas. Ça explique pourquoi on arrivait à joindre les deux bouts malgré la baisse des ventes, a dit Lauriane tranquillement. Mais maintenant, a terminé Hugo, maintenant on est complètement foutu. Pas d'argent pour le loyer, pas moyen de vendre une maison qui, en fin de compte, n'a jamais été la mienne. Son téléphone a sonné, interrompant sa tirade. Le numéro était masqué. Allô? A-t-il répondu avec espoir. Maman. Monsieur Dubois? C'était une voix masculine inconnue. C'est Gauthier. J'ai acheté la maison de votre mère. Hugo a failli laisser tomber le téléphone. Vous, quoi? J'ai acheté la maison à Madame Dubois. Elle a dit que vous pouviez récupérer vos affaires dans le garage, mais ma famille et moi emménageons dans une semaine. Pourriez-vous le faire dans les prochains jours? Oui. Oui, bien sûr. Hugo parlait en pilote automatique, son cerveau refusant de traiter l'information. Parfait. Laissez simplement la clé dans la boîte aux lettres quand vous aurez terminé. L'appel s'est terminé, et Hugo a fixé le téléphone comme s'il s'agissait d'un artefact extraterrestre. C'était qui? A demandé Lauriane. L'homme qui a acheté la maison de ma mère, a répondu Hugo d'une voix creuse. Ils emménagent dans une semaine. Lauriane s'est couvert le visage de ses mains. Oh mon Dieu, Hugo, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'a pas répondu. Il ne savait pas quoi dire. Ce soir-là, assis dans leur petit appartement, ils ont essayé de réaliser l'ampleur du désastre. Hugo appelait sa mère toutes les demi-heures, mais son téléphone était déconnecté. Il laissait des messages sur le répondeur, d'abord furieux, puis suppliant. Maman, s'il te plaît, rappelle-moi. On doit parler. Maman, je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça. S'il te plaît,
Explique-moi. Maman, nous sommes dans une situation désespérée. La boutique est sur le point de fermer. J'ai besoin de ton aide. S'il te plaît. Lauriane était assise sur le canapé, regardant leur compte bancaire sur son ordinateur portable. Son visage s'assombrissait de minute en minute. Hugo, a-t-elle finalement dit, il nous reste moins de 1 000 € sur notre compte. Le loyer de l'appartement est de 800 €. La boutique, c'est 2 000 € de plus, sans compter les charges, la nourriture. On ne tiendra pas un mois. Je sais. Il s'est effondré à côté d'elle. Peut-être que la banque nous accordera un prêt. Avec ton historique de crédit, j'en doute. Alors je demanderai à mes amis. Lauriane a ri amèrement. Quels amis, Hugo? Tu as éloigné tout le monde depuis des années. Trop occupé par ta boutique pour garder le contact. C'était vrai. Et ils le savaient tous les deux. Hugo avait toujours été concentré sur ses affaires, sur l'argent, sur le statut. Les amis étaient passés au second plan, puis avaient complètement disparu de sa vie. Ta famille? A-t-il proposé faiblement. Mes parents joignent à peine les deux bouts avec leur pension, et ma sœur vient d'avoir son 2e enfant. Ils n'ont pas d'argent en trop. Ils sont restés silencieux, chacun absorbé dans ses propres pensées. Soudain, Lauriane a relevé la tête. Attends une minute. Et l'assurance vie? Ton père devait bien en avoir une, non? Hugo a senti une lueur d'espoir. Oui. Papa a toujours été prudent avec ça. Il doit y avoir une assurance. Qui est le bénéficiaire? Je ne suis pas sûre. Hugo a froncé les sourcils. Probablement maman. Mais si elle a disparu, on pourrait demander sa mise sous tutelle pour absence, a dit Lauriane rapidement. Par le biais des tribunaux, ça prend du temps, mais elle n'est pas absente, l'a interrompu Hugo. Elle a manifestement planifié son départ, et elle a laissé une note. Aucun tribunal ne la déclara absente. L'espoir qui venait de naître s'est éteint. Merde, a dit Lauriane. Elle nous a bien eus. C'est nous qui l'avons eue, a dit Hugo tranquillement. Je l'ai menacée. Je lui ai dit que je la ferais mettre sous tutelle si elle ne me donnait pas la maison, qu'elle n'aurait pas un centime. Lauriane l'a regardée, surprise. C'était le premier signe de remords de sa part. On est tous les deux fautifs, a-t-elle dit après une pause. Je t'ai poussé à ça. Ils se sont de nouveau tus. Le téléphone de Lauriane a vibré. Un message de sa patronne du salon de beauté. Oh non, a-t-elle gémi en le lisant. Il ne manquait plus que ça. Qu'est-ce qu'il y a? Madame Marchand a porté plainte contre moi. Elle dit que j'ai été grossière et que j'ai raté sa coiffure. La patronne veut me voir demain matin. Hugo a soupiré. Madame Marchand était l'une des clientes les plus importantes du salon. Une veuve riche qui dépensait des sommes folles en soins de beauté. Si elle s'était vraiment plainte. As-tu vraiment été grossière avec elle? Lauriane s'est mordu la lèvre. Peut-être. J'étais contrariée après notre conversation avec ta mère, et elle s'est plainte que je n'avais pas coupé sa frange assez droite. J'ai peut-être dit quelque chose de déplacé. Laurie. Hugo a secoué la tête. Tu sais à quel point des clientes comme elles sont importantes pour un salon. Et tu sais que tout le monde ne peut pas contrôler ses émotions aussi bien que ta mère, a-t-elle rétorqué. Certains d'entre nous sont des êtres humains avec des sentiments. C'était un coup bas. Hugo s'est levé d'un bond du canapé. N'ose pas parler de ma mère. Pas maintenant, alors qu'elle a... Quoi? L'a repris Lauriane. S'est enfuie de nous, nous a laissés sans le sou, a ruiné nos plans. Elle se défendait, a crié Hugo. De nous. De moi. Cet aveu est resté en suspens entre eux. Lauriane a regardé son mari les yeux grands ouverts, n'arrivant pas à croire qu'il l'avait vraiment dit. Hugo. Non, a-t-il secoué la tête. Laissons tomber. Pas maintenant. Il a attrapé sa veste et les clés de la voiture. Où vas-tu? A demandé Lauriane. Prendre l'air. Réfléchir. Il a claqué la porte, la laissant seule dans l'appartement. Lauriane est restée assise quelques minutes, puis a rouvert l'ordinateur portable. Leur situation financière était encore pire qu'elle ne l'avait dit à Hugo. Pas un mois. Ils tiendraient à peine 2 semaines avec ce qui leur restait. Son téléphone a sonné. Le numéro de la patronne. Allô, Lauriane. La voix de Danielle, la propriétaire du salon, était tendue. Je suis désolée, mais après avoir parlé à Madame Marchand, je ne peux pas risquer la réputation du salon.
Je vais devoir te licencier. Lauriane a senti le sol se dérober sous ses pieds. Daniel, s'il vous plaît. C'était une seule erreur. J'étais contrariée par des problèmes personnels. Je suis vraiment désolée, Lauriane. Vraiment. Mais la décision est prise. Tu peux passer récupérer tes affaires demain. L'appel s'est terminé, et Lauriane a laissé tomber le téléphone sur le canapé. Des larmes coulaient sur ses joues. Tout s'effondrait. Tout ce sur quoi elle et Hugo avaient compté disparaissait comme un château de cartes. Elle a essuyé ses larmes et a pris le téléphone portable de Hugo, qu'il avait laissé sur la table dans sa hâte. Elle a trouvé le numéro de Jeanne et l'a composé. Comme prévu, pas de réponse. Après le bip du répondeur, Lauriane a pris une profonde inspiration. Jeanne, c'est Lauriane. Je sais que vous ne voulez pas nous parler, et peut-être que vous avez raison. Mais s'il vous plaît, appelez-nous. Dites-nous au moins que vous allez bien. Hugo, il est vraiment inquiet. Nous sommes tous les deux inquiets. Elle s'est tue un instant, puis a ajouté plus bas. Et Jeanne, je m'excuse pour tout. S'il vous plaît, appelez. Elle a raccroché, sachant que c'était inutile. Jeanne ne rappellerait pas. Elle avait clairement indiqué dans sa note qu'elle était sortie de leur vie pour de bon. Lauriane est allée à la fenêtre et a regardé la rue où la voiture de Hugo venait de disparaître. Leur vie s'effondrait. La boutique au bord de la faillite, son emploi perdu, l'argent presque épuisé, la maison sur laquelle ils comptaient vendue. Tout cela à cause de leur propre cupidité et de leur arrogance. Parce qu'ils avaient vu Jeanne non pas comme une personne, mais comme un moyen d'atteindre leur propre fin. Le téléphone de Hugo a de nouveau sonné dans sa main. Un numéro inconnu. Elle a répondu avec un espoir soudain. Allô, Jeanne. Non, c'est la Première Banque nationale de Val-Belle, a répondu une voix masculine. J'appelle au sujet d'un paiement en retard sur le prêt de Monsieur Dubois. Lauriane a fermé les yeux. Bien sûr. Un autre prêt dont Hugo ne lui avait pas parlé. Il vous rappellera, a-t-elle dit et a raccroché. Elle est retournée à la fenêtre et a continué à regarder la rue vide. Quelque part, dans le vaste monde, Jeanne Dubois commençait une nouvelle vie. Une vie sans manipulation et sans culpabilité. Une vie sans eux. Et honnêtement, Lauriane ne pouvait pas lui en vouloir. L'air des montagnes du Pérou est incroyablement pur. Chaque inspiration emplit mes poumons d'une fraîcheur que je n'avais pas ressentie à Val-Belle. Assise sur la terrasse d'un petit hôtel à Cusco, je regarde les premiers rayons de soleil colorés d'or les pierres anciennes de la ville. L'altitude est de 3400 mètres. Le guide avait prévenu du possible mal des montagnes, mais je me sens mieux que jamais. Demain commence une excursion de 2 jours au Machu Picchu, un endroit dont Olivier et moi rêvions depuis des décennies. J'imagine qu'il serait assis à côté de moi en ce moment, serrant une tasse de thé local à la feuille de coca qui aide à l'acclimatation. Ses yeux brilleraient de la même excitation que je ressens maintenant. On l'a fait, Jeanne, dirait-il. On est enfin là. Mais Olivier n'est plus là. Il nie. A que moi, ma tasse de thé, l'ancienne ville qui s'étend à mes pieds, et un étrange sentiment de liberté qui ne m'a pas quitté depuis que je suis monté dans ce bus en quittant Val-Belle. Mon téléphone vibre sur la table. Je sais qui c'est sans même regarder l'écran. Hugo appelle tous les jours depuis qu'il a découvert mon départ. Au début, c'était des messages furieux. Comment osais-je? Pour qui je me prenais? Qu'il allait me poursuivre en justice. Puis le ton a changé. Il a commencé à supplier, disant qu'il s'inquiétait pour ma santé, que lui et Lauriane avaient besoin de mon aide. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait aucun intérêt. Tout ce que je voulais dire avait été dit par mes actes. Mais aujourd'hui, en regardant les majestueuses montagnes des Andes, je sens que je peux me permettre une courte réponse. Je prends mon téléphone et je lis le dernier message. Maman, s'il te plaît, dis-nous au moins que tu vas bien. On s'inquiète. Je sais que ce qu'on a fait était mal, mais tu ne peux pas simplement disparaître de nos vies. On est une famille. Famille. Quel mot pratique à utiliser quand on a besoin de quelque chose? Je tape une courte réponse. Vous avez eu exactement ce que vous méritiez. Puis j'éteins le téléphone. C'est assez de liens familiaux pour aujourd'hui. C'est une matinée magnifique, n'est-ce pas? Une voix à l'accent britannique interrompt mes pensées. Je lève les yeux et je vois un gentleman plus âgé debout à une table voisine. Il est grand, svelte, avec une barbe grise soigneusement taillée et des yeux bleus vifs. Il porte un costume en lin clair et un panama, l'image classique d'un voyageur britannique. Délicieuse, ai-je répondu avec un sourire.
Puis-je me joindre à vous? Il désigne la chaise en face de moi. Armand Chantrel, à votre service. Le nom est si charmant que, l'espace d'un instant, je pense qu'il plaisante. Jeanne Dubois, je me présente. Je vous en prie, asseyez-vous. Il s'installe gracieusement sur la chaise, malgré son âge que j'estime à environ 70 ans. Américaine? Demande-t-il en faisant signe au serveur. Oui. De Valbelle, une petite ville dont vous n'avez jamais entendu parler. Ne sous-estimez pas ma connaissance de la géographie française, Madame Dubois. Valbelle, en Provence, si je ne me trompe. Bien que je doive admettre que je ne la connais que parce que je l'ai traversée une fois en voyageant à travers les parcs nationaux. Je hausse les sourcils de surprise. Impressionnant. La plupart des Français ne savent pas où se trouve Valbelle. Armand commande son thé et se tourne vers moi avec un sourire. Êtes-vous ici seul? Oui. Je n'entre pas dans les détails des circonstances de mon voyage. Et vous? Oh, je voyage seul depuis longtemps. Ma femme, Éléonore, est décédée il y a 15 ans. Depuis, je suis toujours en mouvement. C'est difficile de rester en un seul endroit quand la maison semble trop vide. Je hoche la tête, comprenant trop bien ce sentiment. Mon mari, Olivier, est mort il y a 4 ans. Mes condoléances. Sa voix est pleine d'une sympathie sincère. Ça ne devient jamais plus facile, n'est-ce pas? Juste, différent. Exactement, je suis d'accord. Différent. Nous restons assis dans un silence confortable, regardant la ville se réveiller. Puis Armand demande, vous vous dirigez vers le Machu Picchu? Oui, demain. Quelle coïncidence. Moi aussi. Peut-être que nous sommes dans le même groupe. Je sors mon itinéraire. Compagnie Explorateur des Andes. Circuit de 2 jours avec le guide Carlos Mendes. Armand rit et me montre la même feuille. Le destin, sans aucun doute. Je serai heureux de partager cette aventure avec une compatriote. Nous passons la matinée à parler de voyage. Armand a parcouru le monde, des glaciers de l'Alaska au désert de Namibie. Il raconte des histoires fascinantes, sans se vanter, avec humour et autodérision. Vous savez, à mon âge, beaucoup de gens sont assis dans des fauteuils à bascule, à se remémorer le passé, dit-il alors que nous nous promenons sur la place centrale de Cusco. Je préfère créer de nouveaux souvenirs, tant que je le peux encore. J'aime cette approche, je réponds. J'ai mis ma vie en attente pendant trop longtemps. Il me regarde avec compréhension. Mais vous êtes ici maintenant. C'est ce qui compte. Le soir, nous dînons ensemble dans un petit restaurant servant de la nourriture péruvienne traditionnelle. J'essaie le ceviche, du poisson cru mariné dans du jus de citron vert, et je suis surprise de voir à quel point c'est bon. Armand commande pour nous du maïs violet et des bananes frites. À mon âge, il faut tout essayer, dit-il avec un clin d'œil. Qui sait combien de dîners il nous reste? Cela pourrait sembler lugubre, mais il le dit comme un manifeste de vie. Après le dîner, nous nous disons au revoir. Demain, le lever est matinal et nous devons tous les deux nous reposer avant le voyage. À demain, Jeanne, dit Armand en me baisant la main à l'européenne. Doux rêve et acclimatation facile. Dans ma chambre, je reste longtemps assise à la fenêtre, à regarder le ciel étoilé au-dessus de Cusco. Les étoiles ici semblent plus proches qu'à Valbelle, plus brillantes et plus nombreuses. Je pense à Olivier, à Hugo, à la vie que j'ai laissée derrière moi. Étrangement, je ne ressens ni regret ni culpabilité, juste une satisfaction tranquille d'avoir enfin fait un choix en ma faveur. Le matin commence tôt, à 5 heures. Notre groupe se rassemble dans le hall de l'hôtel. 8 personnes de différents pays. Carlos, notre guide, un jeune Péruvien énergique au large sourire, distribue des bouteilles d'eau et vérifie l'équipement. Bonjour, voisine d'aventure. Armand apparaît à côté de moi, frais et dispo malgré l'heure matinale. Prête à rencontrer l'histoire. Plus que prête, je souris. Nous montons dans un minibus qui nous emmène à la gare d'Ollantaytambo. De là, le train nous conduit au pied de la montagne où se trouve l'ancienne cité Inca. Je suis assise à côté d'Armand dans le train, et ensemble nous regardons les paysages majestueux défiler. Des vallées verdoyantes entourées par les sommets enneigés des Andes, des rivières tumultueuses, de petits villages où le temps semble s'être arrêté il y a des siècles. Vous savez, dit Armand sans quitter la fenêtre des yeux, j'ai visité beaucoup d'endroits merveilleux. Mais il y a quelque chose de spécial dans ces montagnes.
Quelque chose d'éternel. Je sais ce qu'il veut dire. Ici, parmi ces anciens sommets, nos problèmes humains semblent si insignifiants. La vanité, l'ambition, les conflits. Tout devient dénué de sens face à ces montagnes qui étaient là bien avant nous et qui seront là bien après notre départ. Le train s'arrête dans la ville d'Aguascalientes, d'où il faut grimper jusqu'au Machu Picchu, soit à pied, soit en bus par une route en lacet. La plupart des gens choisissent le bus, mais Armand suggère, et si nous marchions? On dit qu'il y a un sentier qui prend environ 1 heure et demie. C'est difficile, mais les vues en valent la peine. J'hésite. À 65 ans, ce genre de montée n'est pas une plaisanterie. Mais n'est-ce pas pour ça que je suis venu ici? Pour me dépasser, pour faire des choses que je n'avais jamais osé faire auparavant. Essayons. Ai-je accepté? Carlos hoche la tête avec approbation. C'est un bon choix. Je vais vous accompagner, vous montrer le chemin. Le reste du groupe peut prendre le bus, et nous nous retrouverons en haut. Le chemin est vraiment escarpé. Des marches en pierre étroite, certaines datant des Incas, montent à travers un brouillard épais. Ma respiration est laborieuse et mes jambes commencent à bourdonner après une demi-heure. Mais Armand est à mes côtés, m'encourageant avec des histoires de montée encore plus difficiles qu'il a faites. Au Népal, dit-il alors que nous nous arrêtons pour une pause, j'ai grimpé à 5000 mètres à l'âge de 70 ans. Le guide était horrifié, il a proposé d'engager des porteurs, mais je lui ai dit, jeune homme, l'âge n'est qu'un chiffre. La volonté est ce qui compte vraiment. Je ris, essuyant la sueur de mon front. Vous êtes un homme incroyable, Armand. Et vous aussi, Jeanne. Il me regarde chaleureusement. Toutes les femmes de votre âge n'oseraient pas entreprendre un tel voyage, surtout seules. Il n'y a aucune condescendance dans ses paroles, seulement une admiration sincère. Et je réalise soudain que je suis vraiment fier de moi. Ma décision de partir, mon courage de commencer une nouvelle vie, même cette montée que je suis en train de faire. Quand nous atteignons enfin le sommet, le brouillard se dissipe soudainement, comme un rideau de théâtre, révélant une vue à couper le souffle. Le Machu Picchu s'étend devant nous. Une ancienne cité inca miraculeusement préservée au milieu des sommets verdoyants. Terrasses en pierre, temples, maisons, le tout flottant dans les nuages. Oh, Olivier, je murmure, incapable de contenir mes émotions. Si seulement tu pouvais voir ça. Armand s'éloigne délicatement, me laissant un moment d'intimité. Je reste là, m'imprégnant de la grandeur du lieu, sentant les larmes couler sur mes joues. Mais ce ne sont pas des larmes de chagrin. Ce sont des larmes d'émerveillement, de gratitude d'avoir vécu pour voir ce moment. Carlos nous fait visiter les ruines, nous parlant de l'histoire des Incas, de leur génie d'ingénierie, de la façon dont ils ont créé cette ville au sommet d'une montagne sans technologie moderne. J'écoute, fasciné, absorbant chaque mot, prenant des photos mais réalisant qu'aucune photo ne peut capturer l'échelle et l'énergie de cet endroit. Les Incas croyaient que les montagnes étaient sacrées, nous dit Carlos. Ils les appelaient Apu, des divinités, des gardiens. Le Machu Picchu a été construit non seulement comme une ville, mais comme un lieu de pouvoir, reliant le terrestre et le divin. Je peux sentir ce pouvoir. Il pulse dans les pierres anciennes, dans l'air, dans le sol sous mes pieds. C'est un endroit où le temps perd sa linéarité, où le passé et le présent existent simultanément. Le soir, après être retourné à Aguascalientes, Armand et moi dînons dans un petit restaurant avec vue sur la rivière Urubamba. Fatigués mais heureux, nous échangeons nos impressions. J'ai visité beaucoup d'endroits incroyables, dit Armand en sirotant une bière locale. Mais le Machu Picchu, c'est quelque chose de spécial. Je ressens la même chose, je hoche la tête. C'est comme si cet endroit vous changeait. Exactement. S'anime Teil. Vous savez, je crois qu'il y a des endroits sur Terre qui ont des pouvoirs de transformation. Ils nous font repenser nos vies, nos priorités. Je pense à ma transformation, qui a commencé à Valbel quand j'ai décidé de m'éloigner d'une relation toxique avec mon fils. Le Machu Picchu n'a fait que confirmer la justesse de ce choix. Que ferez-vous après le circuit? Demande Armand. Vous retournerez à Valbel. Je secoue la tête. Non. Il n'y a plus rien pour moi là-bas. Je n'entre pas dans les détails, mais quelque chose dans son regard me dit qu'il comprend, qu'il a peut-être eu une histoire similaire. Et vous, je demande. Oh, j'ai encore beaucoup d'endroits sur ma liste. Il sourit. Après le Pérou, je pense aller en Équateur, aux îles Galapagos. J'ai toujours voulu voir les tortues géantes et les iguanes marins. Ça a l'air merveilleux. Vous pourriez,
Il hésite un peu. Vous joindre à moi, si vous le souhaitez. Sans engagement, bien sûr. Juste comme compagnon de voyage. Son offre me prend par surprise. Nous ne nous connaissons que depuis 2 jours, mais il y a déjà une connexion entre nous, une compréhension difficile à expliquer. Je vais y réfléchir, je réponds, ne voulant pas me précipiter dans une décision. Bien sûr, sourit-il. Aucune pression. Sachez simplement que l'offre est ouverte. Le lendemain, nous retournons à Cusco. À l'hôtel, j'allume enfin mon téléphone et je vois une douzaine de messages supplémentaires de Hugo. À en juger par le ton, il a reçu ma courte réponse et aussi maintenant entre la colère et le désespoir. Comment peux-tu être si cruel? Après tout ce qu'on a fait pour toi. Maman, s'il te plaît. Nous sommes dans une situation désespérée. La boutique est sur le point de fermer. Lauriane a perdu son travail. Si tu ne reviens pas, on te poursuivra en justice. Tu ne peux pas simplement disparaître. Je lis les messages sans émotion, comme s'ils concernaient quelqu'un d'autre, pas moi. Puis je les supprime tous et j'éteins mon téléphone. Si Hugo veut me poursuivre, qu'il le fasse. J'ai tout fait légalement. La maison était à moi. L'argent était à moi. J'avais tout à fait le droit de l'utiliser comme bon me semblait. Au lieu de penser aux problèmes de Hugo, je vais dans la petite boutique de souvenirs en face de l'hôtel et j'achète une carte postale du Machu Picchu. Puis je m'assois dans le hall et j'écris. Chère Mireille, le Pérou est magnifique. Le Machu Picchu est exactement la merveille qu'Olivier et moi imaginions. J'ai grimpé là-haut à pied. Peux-tu le croire? À mon âge. Ici, j'ai rencontré un homme merveilleux, un Anglais nommé Armand. Il m'a invité à continuer le voyage avec lui, aux îles Galapagos. J'ai presque décidé d'accepter. Ne t'inquiète pas pour Hugo. Il s'en sortira. Les gens obtiennent généralement exactement ce qu'ils méritent, le bien comme le mal. Je ne sais pas si je reviendrai un jour à Valbelle. Le monde s'est avéré si grand, et la vie si courte. Je veux en voir le plus possible, tant que je le peux. Je t'embrasse, Jeanne. Je cachette la carte, j'y appose un timbre et je la donne à la réception pour qu'il l'envoie. Puis je monte dans ma chambre et je commence à faire ma valise. Demain, je prends un vol pour Guayaquil, en Équateur, et de là, pour les îles Galapagos. Armand et moi avons convenu de nous retrouver là-bas, dans un petit hôtel sur l'île de Santa Cruz. Qui sait ce que ce voyage apportera? Peut-être juste de l'amitié et de nouvelles expériences, ou peut-être quelque chose de plus. Mais le plus important, c'est que je n'ai plus peur de l'inconnu. Je n'ai plus peur de faire des choix pour moi-même. Je n'ai plus peur d'être heureuse. Debout à la fenêtre, surplombant les montagnes, je pense au chemin qui m'a menée ici. Aux années de patience silencieuse, au moment où la coupe a débordé, à la décision de partir. Le voyage a été long, mais il en valait la peine. Le Machu Picchu, cette ancienne cité dans les nuages, m'a appris une leçon importante. Parfois, il faut monter très haut pour voir à quel point nos peurs et nos doutes étaient petits. Et maintenant que je le vois enfin, je n'ai aucune intention de redescendre.